Bon, alors pour la sécurité, on a bien sûr les chaussures de sécurité, hein, primordial, les gants. Les gants de sécurité aussi. Et Olive, tu savais que quand tu portes la moustache, tu n'as plus besoin de masque parce qu'en fait, ça filtre les poussières. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel apérouti. Bonjour. Et nouvel apérouti, nous sommes au 10e aujourd'hui, donc on n'a pas ramené la bougie, mais, mais ça se fête quand Ça même. dépend. Bon, donc je suis Mathieu du blog Atelier Passion du Bois, Et moi c'est Olivier de Hollywood Création. avec un S bien sûr, ne pas Avec oublier. un S, Voilà. toujours. Donc aujourd'hui, un apérouti sur, on va dire, la sécurité / les EPI, donc équipement Une protection individuelle. de protection individuelle. Voilà, exactement. L'apéro a déjà commencé, c'est déjà un petit peu dur de suivre. Avant toute chose, je voulais déjà remercier, surtout vous remercier, parce que vous avez été très nombreux à commenter notre dernier apérouti sur les outils manuels. D'ailleurs, Ouais. ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller le voir. Visiblement, il a plu. Donc voilà, donc merci encore à tous pour votre soutien, ça fait Merci. vraiment plaisir. Et puis continuez hein, encore une fois à commenter les vidéos pour nous dire que vous avez aimé, pour nous proposer des nouveaux thèmes, ou tout simplement pour rajouter aussi votre petit commentaire par rapport au sujet en question, votre petite astuce. Voilà, ça servira en tout cas aux autres qui vous liront également. Avant l'introduction, aujourd'hui on est au vin rouge avec un petit corbière. Voilà, donc s'il y a des gens du sud-ouest qui nous regardent, C'est une médaille d'or. on pense à vous. Eh bien, à la vôtre. Ah tiens Mathieu. Ah tienne, petite intro générale par rapport à la sécurité dans l'atelier. Ce qui est important, c'est de garder un atelier propre. On voit souvent d'ailleurs justement des photos de gens qui ont un atelier qui est dégueulasse, il y en a partout. C'est pas terrible. Côté sécurité, ça veut dire que potentiellement vous allez buter sur quelque chose qui traîne, vous n'allez pas avoir assez de recul pour couper quelque chose, du coup vous êtes en situation, on va dire, de non-équilibre qui va potentiellement vous mettre en danger. Donc c'est vraiment très important d'avoir un atelier propre. Il y en a souvent qui rigolaient voilà, quand je faisais mon shop tour en me disant « Putain, il est super propre ton atelier, on n'a pas l'impression qu'il travaille. » Bah si, mais c'est juste qu'après chaque séance, je renettoie tout mon atelier. Alors je renettoie, je ne suis pas là en train d'astiquer tous les murs, hein, mais il y a vraiment un coup d'aspirateur partout, nettoyer. Pourquoi bah, ça évite de glisser par terre, ça évite de tomber potentiellement sur des chutes qui traînent. Donc c'est vraiment important pour la sécurité. Le deuxième, ça est un petit peu lié, c'est finalement que votre atelier doit être bien rangé. Si vous avez du bordel partout, c'est compliqué, c'est pareil. N'hésitez pas à virer tout ce qui ne vous sert pas. Donc là, pour le coup, je vous invite à regarder ma petite vidéo sur l'optimisation de son atelier en 5 conseils, qui vous explique en tout cas comment bien optimiser le rangement d'un atelier pour pouvoir bien travailler. Si vous voulez virer des outils, vous nous faites signe et on vient vous débarrasser. On vient vous débarrasser, ça me servira pour les prochains apéroutis. Après, ce qui est important aussi, c'est de la manière dont vous travaillez, c'est de ne pas laisser de choses sur les tables. Par exemple, vous êtes en train de travailler, on ne laisse pas un ciseau à bois en bord de table, parce que potentiellement, au moment où vous allez faire un collage par terre, parce que vous n'avez pas assez de surface, vous allez vous remonter, vous allez vous le prendre. Potentiellement, il va tomber, Ça sent le vécu, hein. il va vous écorcher le pied si vous êtes en chaussures de sécurité / tongs. Donc voilà, donc c'est vraiment important de bien garder en tête cet aspect-là. Un atelier qui est bien rangé et propre, c'est un atelier qui est sécuritaire. Également Et penser... surtout, on est bien dedans. Et surtout, on est bien Ça dedans et on a bien. envie de travailler exactement. Moi, quand j'arrive le matin et j'ai un atelier propre, ça me donne envie de bosser, quoi. Arriver dans un truc où il faut déjà... c'est brun partout, c'est pas très agréable. Alors le brun, pour ceux qui ne sont pas du Nord, ça C'est le ça bordel. retire la Le bordel. merde. Et ça s'écrit avec un U, hein, c'est important. Important également, c'est, si vous avez la possibilité, et c'est même nous le recommandons, c'est d'avoir des extincteurs dans l'atelier. Donc, extincteur, c'est lourd. Hein. Il y a différents types d'extincteurs. Il y a des Tiens, extincteurs je te laisse, classiques à l'eau et puis après au dioxyde de carbone qui sont plus pour les installations électriques. Nous, on n'aime pas trop les extincteurs à l'eau. Hein. Ouais. Donc voilà, du coup, ça c'est pareil. Si vous pouvez les avoir, c'est important. On ne sait jamais, hein, dans un atelier en bois avec du travail du bois. Et potentiellement, si vous avez un atelier pour lequel vous travaillez bois et métal, ça peut être aussi très important. Voilà un petit peu sur tous les aspects, on va dire sécurité, on va dire générale de l'atelier. Ce qui est important aussi, un dernier petit point, c'est penser à avoir une checklist, même si elle est mentale, pour chacun des outils que vous allez faire. C'est-à-dire que quand vous allez travailler sur la scie, réfléchissez bien à vos réglages, au sens de coupe, dans quel sens pourrait potentiellement partir la pièce s'il y avait un kickback. Voilà, pensez à toutes ces choses-là avant de démarrer. Si vous travaillez avec votre défonceuse sous table, c'est pareil, réfléchissez bien avant au sens de passage pour être sûr de ne pas éjecter des pièces. Regardez aussi la position de vos mains, la partie aspiration, voilà, c'est tous ces petits éléments-là. Finalement, à chacun de vos stands, ayez le réflexe de penser à tous ces éléments
que ce soit en démarrage ou en fin d'activité. En fin d'activité, on sait que pour la scie à ruban, par exemple, il faut desserrer la lame pour éviter qu'elle soit en tension en permanence. Et pourquoi? Parce que c'est encore une fois un aspect sécuritaire qui ferait que la fois d'après, à force d'avoir été trop tendue, elle vous pète à la gueule. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes à respecter. Globalement, il faut être aussi concentré dans ce qu'on fait. Et quand on commence à penser à autre chose, je pense qu'il faut aussi Ouais, s'arrêter. il faut s'arrêter. Et se dire, bon, je me reconcentre et je pense à ce que je fais et je pense pas à ce que je ferai plus tard ou à d'autres choses. Ouais, ou si vous êtes fatigué, j'imagine que je suis pas le seul. Des fois, on se dit, allez, après une journée de boulot, après avoir couché les enfants, allez, on va refaire un petit peu de truc d'atelier. Finalement, si vous êtes rincé, et c'est là où vous allez faire une connerie. Et bon, finalement, si c'est pour gagner 2 heures de bricolage, mais couper un doigt et perdre 3 mois d'arrêt, bon, c'est pas très rentable. Donc voilà, pensez aussi finalement à votre état. Et quand vous êtes trop fatigué ou autre, voilà, abstenez-vous, on va dire, ça vaudra mieux. Et encore une fois, on ne boit pas quand Non, on... sauf dans les apéros-outils. Sauf dans les apéros-outils quand les outils ne sont pas branchés. Alors, nous allons commencer maintenant la section vraiment spécifique EPI. Donc, équipement pour l'individu. Presque, t'es pas loin. Ouais. Équipement de protection individuelle. Mais, je te fais Bien, marcher. pas mal. Ça marche. On va commencer par les casques. Allez. Allez, donc toi t'as un modèle. Alors moi j'ai 2 modèles mais c'est 2 fois le même. Donc, Oui, voilà, c'est j'avais simplifié en fait. c'est typiquement voilà, les modèles que vous allez trouver en GSB. Alors moi j'aime pas du tout ton casque. Qui ont rien d'extraordinaire, qui ne sont pas désagréables à tenir à l'oreille, c'est-à-dire que j'ai pas la sensation Non, mais moi, dans le temps j'aime pas. qui... Comme j'ai une grosse tête, je suis pas bien Ah avec. bah, écoute... Enfin, c'est pas. Et en fait, il serre trop fort, je trouve. Parce que t'as une grosse tête. Donc il fait mal, je trouve qu'à la force, il fait mal à la tête. Moi, mon oreille rentre bien dans le... Je sais pas si vous voyez ici, il y a voilà, une espèce de truc un peu plus incorporé. Et Alors du coup, oui, j'ai pas le ce souci. qui est important, c'est qu'il faut que l'intérieur soit mou et moelleux. Ouais. Il faut pas qu'il y ait une zone plastique où l'oreille puisse appuyer. Parce que forcément, après, à force, ça fait mal. Essaye celui-là, tu vas voir. Il fait moins de pression. Ouais. Il est plus agréable, mais... Et donc il est plus englobant celui-là en fait. Il est plus englobant, il appuie moins fort, donc il fait moins mal. Alors le seul inconvénient qu'il a, c'est qu'il donne chaud après aux oreilles, vu qu'il y a une grosse surface d'appui. Donc après, moi j'ai tendance à transpirer des oreilles, du coup. Mais sinon, il est super confortable, lui, et on peut le garder facilement 1 ou 2 heures sans problème. Par contre, du coup, là, je connais pas l'atténuation de cela, ça doit pas être terrible. Et ça, là-dessus, t'as une... Bah non, j'ai plus les infos, mais après, il faut pas s'attendre à des miracles, hein, c'est des casques. Bah, par contre, je vois qu'ils atténuent déjà bien mieux que celui-là. Ouais, mais en fait, l'atténuation, elle est pas linéaire, elle est pas sur toutes les gammes de fréquences. Ah. Et en fait, il y a certaines gammes de fréquences qui sont moins atténuées que d'autres. Alors je sais plus dire si c'est dans les médiums ou dans les aigus, ça dépend vraiment des sons, hein, c'est très particulier. Donc il y a des sons qui sont vraiment très atténués, type la voix, on n'entend quasiment plus parler avec ça. Par contre, certains bruits de machine-outils, ou type aspiration ou autre chose, c'est moins atténué. Du coup, ça déforme le spectre auditif finalement, parce qu'il y a des sons qu'on entend presque plus, d'autres qu'on entend moins, mais plus finalement que ceux qui sont trop atténués. Du coup, c'est un peu perturbant. Mais bon, globalement, ça fait le job, comme ils disent au Canada. Moi j'avoue pas trop aimer être trop coupé du monde. J'aime pas les trucs où tu sais tu peux faire comment ça s'appelle la radio, tout ça. Bah là, non mais la sonorisation active comme les casques Bose Coyote. Parce que enfin moi ça m'atténue on va dire les bruits on va dire stridents etc. qu'il pourrait y avoir sur une machine. Mais derrière j'aime bien pouvoir toujours entendre pas pour savoir si ça tourne parce que du coup tu l'entends quand même mais c'est con, mais savoir par exemple si ton outil force. Si vous êtes en train de faire une coupe et que vous voyez que la lame force, si le bruit est trop atténué, on s'en rend pas compte. Ouais, mais je pense qu'il n'y a aucun casque qui atténue autant. Hein. Bah, je sais pas, mais moi je sais que des fois, limite, je mets pas de casque pour certains moments. Ou par exemple, tiens, c'est con, mais j'avais découpé une vieille baignoire en tôle, je sais plus ce que c'est, enfin, en tôle, en fonte, donc je l'ai découpé à la disqueuse. Et du coup, j'avais mon casque, et ben j'ai pas entendu que la disqueuse forçait. Et c'est comme ça que j'ai cramé les charbons de la Makita. C'était une... Combien tu l'avais payé cette disqueuse 90 €. Voilà. Grande surface. Non mais c'est un petit modèle light qui était très bien, qui était très agréable, très léger, qui était peut-être pas fait pour ça. Mais du coup, tu vois, si j'avais entendu avant que ça forçait, je me serais arrêté. Bah, enfin, t'entends quand même une disqueuse avec le casque, hein. Ouais, mais t'entends pas forcément si c'est des moments où ça force un petit peu, donc c'est pour ça, voilà. J'aime bien être bien protégé des oreilles pour les aspects stridents, vraiment une disqueuse, si tu mets pas le casque, je pense que t'es sourd en... Ah oui, non mais c'est sûr. Et là, par exemple,
Il y en a certains des fois qui me demandent dans les commentaires quelle est vraiment enfin, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre voilà, du festool, du triton, etc. Est-ce que le prix se vaut? Alors oui, forcément, pour la qualité, la précision, etc. Mais il y a un détail con aussi. C'est pas con, c'est le bruit. Et si je compare... Ton aspirateur, là, le bleu, là. Ouais, qui est là maintenant. Qui est là, qui fait un bruit, mais qui horrible. Oui, voilà, un aspirateur donc Dexter qui fait un bruit de dingue par rapport au festool, je suis sûr qu'il doit être 2 fois plus bruyant. Et c'est pareil, une 6 circulaire Triton qui a vraiment un bruit ultra strident en coupant, alors qu'avec la TS55, c'est supportable pour l'oreille quand on n'a pas de casque. C'est pas que le son est 2 fois plus important, c'est que c'est des fréquences qui sont agressives. Qui sont agressives pour l'oreille. Et c'est vraiment, ça fait mal, quoi. T'as vraiment envie de te mettre les mains, sauf que quand t'as tes 2 mains là, c'est difficile pour couper. Ouais, il faut une grosse maîtrise intellectuelle. Exactement. Bon, voilà un petit peu pour les casques. Donc effectivement, il existe pas mal de casques 3M qui sont plutôt réputés, qu'on voit pas mal. Ouais, c'est dans les 30 € dans ces eaux-là, je pense. Oui, voilà. En tout cas, à ne pas lésiner. Moi, c'est pas. Enfin, voilà. J'ai mes 2 petits casques comme ça qui me suffisent largement. Et je suis pas tenté, on va dire, de redépenser de l'argent. Ça, c'est le genre de produit où je pense qu'il faut guetter les promos. Ouais. Comme la plupart de ce qu'on a sur le bureau aujourd'hui, là, c'est des produits qui ne méritent pas d'être payés le prix normal, je pense. Il faut attendre qu'il y ait des soldes ou ce genre de trucs, des Black Friday ou tout ça, pour dire de les payer moins cher. Parce que finalement, c'est des équipements dans lesquels il n'y a rien, il n'y a pas de technologie embarquée, il n'y a que dalle. Donc ça peut valoir le coup. T'avais aussi des petits bouchons d'oreille, toi? J'ai aussi des petits bouchons d'oreille, ouais. Des boules caisses? Alors non, pas les boules caisses, justement. Les boules caisses, il faut laisser tomber. C'est la vraie boule caisse, c'est de la cire avec du coton. Les bouchons d'oreille qui vont bien pour l'atelier, c'est ce genre de choses, donc en mousse qui rentre dans le conduit auditif. L'inconvénient de ça, c'est qu'une fois qu'on les a mis, on va pas s'amuser à les enlever toutes les 2 secondes. Alors, en plus, il faut bien les mettre, il faut bien les écraser pour qu'une fois dans le conduit auditif, après la mousse regonfle et donc colmate le conduit. Alors pareil, toutes les fréquences sonores ne sont pas atténuées de la même façon. Donc je pense qu'il faut en essayer quelques-uns pour trouver celui qui convient par rapport à ces outils. Et alors ça, moi clairement, j'utilise pas parce que s'il faut tout le temps les mettre et les enlever, comme ce qu'on fait avec le casque là, on a après des mains qui sont vite sales, on galère. Alors les enlever ça va, mais pour les remettre, c'est pas pratique. Parfois quand on l'insère, il se tord, donc il faut l'enlever, le réappuyer et le remettre. Donc au final, ça je pense que ça peut être pas mal quand tu sais que tu es parti pour quelques heures de bruit ou voilà. Et limite, même quand tu veux vraiment te protéger, tu mets les 2 quoi. Mais enfin, ça m'est jamais arrivé. Hein. Donc au final, j'ai ceux-là que j'avais acheté et je m'en sers pas. Parce que je veux dire, dans un atelier bois, moi par exemple ici, je crois que le truc le plus brillant, ça doit être l'aspirateur ou la reboteuse, quoi, quand ça rabote. C'est mais regarde, par exemple, tu vois, tu es sur une session où tu fais... tu fais 3 heures de rabotage. Tu fais du délignage, après tu fais du rabotage. Et après d'abord tu dégauches, après tu rabotes. Tu as l'aspi qui tourne pendant tout ce temps-là, tu as les machines aussi. Je pense que là, il faut se protéger à fond. Et tu sais que tu es parti pour 2-3 heures de travail. Et dans ces cas-là, tu n'enlèves pas ton casque tous les 2 secondes. Là, ça peut justifier. Les lunettes. Alors, tiens, je te rends tes trucs honte à moi, donc effectivement, il y a quelques années, quand je ne portais pas de lunettes, je bricolais souvent sans lunettes, c'est pas très bien. Donc maintenant que j'ai des lunettes de vue, quasiment la même en plus propre. Je suis tout le temps avec mes lunettes qui me servent. Donc du coup, quand on les enlève et qu'on voit toute la poussière qu'il y a dessus, on se rend compte que ça protège quand même pas mal les yeux. Par contre, ça ne protège pas des éclats. C'est-à-dire que si à un moment j'avais un truc qui allait sauter, les verres ils sont censés être garantis incassables, etc. Bon, ça peut toujours péter. Donc ce qui est important, c'est que, travail du bois, on va dire que c'est un petit peu moins risqué, mais c'est important de garder des lunettes, mais vous n'avez pas besoin forcément de ce qu'on appelle les face shields. Donc c'est les masques qui protègent tout le visage complet. Parce qu'on a notamment les tourneurs. Voilà, j'allais dire, tourneur sur bois c'est important, et aussi c'est important pour quand vous faites de la disqueuse, parce que les petits disques là on voit pas mal vous pouvez regarder les photos comme ça, des disques qui volent en éclats, et les mecs ça vient se rentrer dans la tête parce qu'ils ont juste leurs lunettes de protection, justement moi j'utilise ça quand je vais meuler, c'est hyper dangereux. Donc quand je dis meuler, c'est que vous avez, meuler ou disquer, il y a les disques de meule qui font 4-5 mm d'épaisseur, donc ça va encore, mais les disques tout fins, les fins, les noirs, qui font quelques millimètres pour vraiment faire de la coupe, ceux-là quand ils volent en éclats, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, mais ça casse, et du coup quand ça part, vous avez beau avoir l'espèce de petit capot protecteur dans la meuleuse, ça peut partir en pleine tête. Donc ça, je pense que là, pour le coup, c'était un sur ma liste, c'est d'acheter vraiment un masque facial. Ouais, et je l'ai aussi. Parce que ça, tu vois, j'aime pas du tout. Hein. C'est qu'en fait, ça prend la buée tout de suite. C'est ça. Dès que tu as chaud, dès que tu fais un collage, en gros, c'est tout de suite t'es en buée. Donc ça, moi, je suis pas fan du tout. Ça d'ailleurs, typiquement, là, ça c'est en GSB, vous trouvez souvent le kit, vous avez le casque et puis cette paire de lunettes qui est jaunie au bout de quelques années. Alors donc ça s'embue. L'avantage, on va mettre un casque avec. Par contre, les face shield, ils sont tellement gros qu'il faut des casques spéciaux pour pouvoir se protéger les oreilles avec.
Donc au final, quand on achète un casque, il faut... Ou tu mets des bouchons d'oreille. Ou tu mets des bouchons d'oreille. Mais en fait, il faut vérifier l'adéquation entre la protection auditive et la protection visuelle. Après, sinon, j'ai un autre... Après, sinon, il y a ça. Mais ça, effectivement, ça protège pas par-dessous ni par-dessus. Bah, est-ce que c'est mieux ou pas que des lunettes de vue? C'est un peu plus comme bien sur les côtés. Ouais, ça couvre pas mal. Et surtout, l'avantage, c'est que ça, c'est du polycarbonate. C'est 7 fois plus résistant que le verre, voire encore plus. Non, je crois que c'est le plexi qui est 7 fois plus résistant que le verre, et lui, c'est encore plus résistant que le plexi. Donc ça, c'est pour la résistance, ça, c'est le top. Et regardez, je crois qu'il y a une vidéo de LJVS, là, de Laurent, qui nous parle d'une paire de lunettes qui est canon, qui se raye pas trop, et pas trop cher. Bah, alors, je sais plus dans quelle vidéo c'est, mais voilà, regardez. Mais voilà, ça, après, les éclats peuvent passer par-dessus et par-dessous. Donc, non, je pense qu'effectivement, le face shield, le casque intégral, on va dire, ça peut être pas mal. Parce qu'effectivement, il y a souvent des éclats qui volent avec la scie sous table, avec... mais j'allais dire, dans l'atelier, celui qui en vole le plus, quand vous avez des machines où l'aspirateur est connecté partout, c'est la scie sous table, surtout quand vous ne mettez pas la cape de protection, où là, voilà, ça vole quand même pas mal en l'air. Et donc c'est important de bien avoir. Ou quand vous faites de la défonceuse, si la fraise est trop grosse pour pouvoir mettre le truc d'aspiration à côté, ou les petites affleureuses où il n'y a pas forcément de truc. C'est souvent le cas. Hein. Ouais. Donc voilà, ça c'est aussi important à voir. Alors pour les gants, je m'en sers très peu dans l'atelier parce que j'aime bien sentir le bois, c'est important. Donc j'ai des petits gants classiques tout con qui me servent, on va dire pas pour la manute, mais quand je démonte des palettes ou des trucs comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon, vous voyez qu'avec le temps, ça s'arrache quand même. Bon, ils ont leur âge quand même, ceux-là, ils ont fait toute la construction de l'atelier. D'ailleurs, c'est la marque Delta Plus. Je sais plus où j'ai récupéré ça. Mais pour le coup, c'est hyper bien. C'est qu'ils sont très... comment on dit ? Ils s'adaptent vachement bien aux doigts. On n'a pas le gros gant qui est gênant. Et pour le coup, ils s'adaptent vachement bien à la peau. Je les trouve vraiment très agréables. Est-ce que tu glisses dedans ou pas ? Non, franchement, ils sont vraiment très agréables. Après, moi, voilà, j'aime pas travailler avec des gants. Donc du coup, je n'en mets pas. Là, c'est des gants qui sont spécifiques, ils appellent ça des no-cut. Donc ça, pour le coup, je les mets quand, par exemple, je change mes lames de raboteuse ou des choses comme ça pour être sûr d'éviter de se faire couper les doigts au passage. Donc ceux-là sont pas mal aussi à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est gants, il faut surtout pas en mettre avec tout ce qui est machine-outil. Donc quand vous dégauchissez, quand vous utilisez la scie à ruban ou autre. Pourquoi ? Parce que si à un moment la lame venait à taper dans votre doigt, bon bah elle va vous arracher un bout de doigt, voire potentiellement un petit peu plus. Le problème, c'est que si vous avez votre gant qui dépasse un peu et dans la lame ça vient se prendre, là ça vient vous arracher toute la main complète sous la lame. Donc voilà, surtout quand vous travaillez avec tout ce qui est machine-outil, évitez les gants. Et surtout on perd en sensibilité en fait avec un gant. Même on perd en sensibilité, on n'a pas le même toucher. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, voilà, pour moi c'est la manute à côté quand vous faites des trucs. Quand vous faites la maintenance de vos outils, c'est pas mal d'avoir des gants comme ça. Pour vous protéger les mains, notamment quand il y a quelques trucs tranchants. Donc ça c'est les gants jetables, donc très important surtout quand vous faites de la résine époxy, ce sont des gants ou résine, ce sont des gants qui doivent être en vinyle et non pas en... Surtout pas en latex. Surtout pas en latex. Parce que le latex est perméable et laisse passer les composés chimiques. Donc un gant en latex, déjà il y a la poudre dessus. Souvent ils sont poudrés, qui va venir polluer la résine. Et en plus, le gant, putain, ils sont vachement larges, tes gants. Tu passeras me voir après, Olivier. Ouais, c'est ça. C'est bon, j'ai fait ma dérive très bien. Et donc, du coup, voilà, il vaut mieux privilégier ce qu'on appelle alors, les gants nitrile ou vinyle, en fait, c'est les mêmes. Ça vaut pas grand chose, je crois que c'est dans les 8 € la boîte, un truc comme ça. 8 € la boîte de 100. Et il y en a 100, donc il y en a pour longtemps. Alors, ils peuvent se réutiliser selon ce qu'on fait. Par exemple, quand on utilise beaucoup de finitions huilées, moi je sais que je ne les change pas à chaque fois, je les retourne, je les fais sécher, je les réutilise. Par contre, il ne faut pas qu'ils craquent. Donc à vérifier, mais ils peuvent servir au moins 2-3 fois facile. Et donc voilà, pas de latex, que du vinyle. On n'a pas forcément d'exemple à vous montrer, mais bien sûr, dans les EPI, on a également tout ce qui est chaussures de sécurité. Je crois même que là-dessus, on est des mauvais élèves en fait. On est des mauvais élèves parce qu'effectivement, vous allez nous voir souvent en vidéo en tongs, donc ce n'est pas très bien. Donc ayez des chaussures couvertes, idéalement coquées si vous avez. Ouais. Mais voilà, des chaussures couvertes à lacets, pas aussi un truc qui peut se barrer comme des crocs. Ça aussi. Il y a un truc important, c'est au niveau de la semelle, parce qu'on a tendance à marcher après sur les copeaux. Et les copeaux sont glissants. Voilà. Donc il faut trouver une chaussure qui accroche le plus possible sur le sol. Il faut bien aspirer son atelier. Ouais, mais quand tu bricoles, tu ne passes pas non plus ton temps à aspirer. Donc il faut aussi avoir des chaussures qui adhèrent. Ouais. Donc voilà, bien choisir par rapport à ça. Alors, dans les EPI, il nous reste les masques. Donc vous allez pouvoir trouver en GSB ce genre de masque
à la con, alors c'est potentiellement quasiment le même, hein. avec ou sans ventouse devant. Bon, ça c'est vraiment... Alors ça, soi-disant, c'est des FFP2 ou FFP3. Moi là-dessus, je suis sceptique parce qu'en fait, une fois qu'on Attends, met c'est le quoi, masque, c'est quoi cette norme? Du coup, c'est... c'est par rapport à la filtration des tailles de poussière différentes. Le maximum pour ce genre de casque, c'est FFP3. Mais ce que je trouve un peu nul, c'est qu'en fait, l'étanchéité ne se fait pas à ce Ouais. niveau-là. Mm. C'est que le masque, en fait, laisse passer l'air. Il y a une petite partie Donc- métallique qu'on peut serrer pour le nez, Ouais, mais quand même. c'est tout. Donc quand on aspire, en fait, quand on respire, bah, les poussières peuvent rentrer dans le côté. Donc ça, c'est vraiment pour dire de mettre quelque chose. Ouais, vous faites un truc avec de la laine de verre dans vos combles, vous êtes content parce que vous le jetez après, Ouais. comme ça vous gratte plus, c'est tranquille. Mais Mais- sinon, ça c'est vraiment le bas de gamme des masques. Alors ne prenez pas les FFP1, ça Ah bah sert du coup, quasiment bah, tu à vois, moi rien. c'est un FFP1. Ouais, bah tu vois, c'est pas assez. Là, c'est un 2 en 3M, le mieux c'est un FFP3. Mais après, le mieux c'est de passer sur les demi-masques ou les masques complets, comme ce qu'on va vous montrer maintenant. Donc on a les mêmes en fait. Hein. Donc on va sortir. Donc les masques. Donc ça en fait c'est un masque qui a un double usage, c'est que il peut filtrer les poussières fines comme ce qu'on vient de voir. Je vais montrer ça. Il peut aussi en fait filtrer les gaz. Donc quand... La bonne blague. Attends, je me tiens les côtes. Donc en gros, là les poussières sont filtrées via ce petit coussinet qui prend place dans ce cache. Et du Qui ça, du lui-même, coup, ça c'est une classe FFP quelque chose ou... là c'est un P3 là. D'accord. Donc ça c'est le maximum de ce qu'on peut trouver en filtre, filtre. entre guillemets, un matelas filtrant on va dire. Et ensuite ça vient se clipser sur cette partie-là, qui là c'est du charbon actif, qui lui vient filtrer les matières organiques ou inorganiques. Alors là-dessus, notamment chez 3M, chez les autres je sais pas, c'est un peu la jungle. Il y a différents types de cartouches. Par défaut, lui c'est la gamme 7500 chez 3M. Il y a la 6000 qui est quasiment similaire. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est disponible en 3 tailles différentes, ce qui est pas mal quand on a des Ouais. grosses têtes ou des moyennes têtes. C'est SM ou L, hein, je crois. Ouais. Et ensuite, il y a aussi la série 4000 chez 3M, mais là, par contre, c'est des casques jetables. Les cartouches ne se remplacent pas. Donc, avoir l'utilisation, parfois, ça peut être bien d'avoir du jetable aussi. Par exemple, on fait de la cabine de peinture, le masque prend beaucoup de projections, ça peut être pas mal après de pouvoir le jeter directement. Moi, je sais que j'aime bien le côté réutilisable pour faire moins de déchets, donc j'ai pris celui-là. Et par défaut, donc, il est livré avec des cartouches A1. Et là, c'est la jungle, parce qu'en fait, ça filtre les matières, enfin les vapeurs inorganiques. Il y en a qui filtrent les vapeurs organiques et inorganiques. Donc quand on Donc, dit ça, c'est un peu compliqué. Alors, ça dépend ce que vous faites. Si vous faites de l'ammoniac, il va falloir choisir certains masques. Si vous faites de la soude caustique, il faudra en choisir un autre. la résine époxy. Si vous faites des résines, enfin, en gros, il y a une dizaine de références différentes et il faut savoir la choisir. Après, il faut savoir un truc par rapport au charbon, c'est que un charbon, ce qu'on appelle un charbon actif, finalement, ça n'est jamais que du charbon. Comme le filtre à charbon dans un aquarium ou un truc comme ça, hein, ou dans une cave à vin. Non mais c'est ça. Non, mais... Il y a putain l'exemple de... Oui. Enfin, c'est toujours le concept du charbon. J'avais pensé à un aquarium. Ouais, bah si. Et donc, alors, le problème du charbon, c'est que on ne sait pas, il n'y a pas d'indicateur, enfin, tout au moins sur ces filtres-là, il n'y a pas d'indicateur qui dit quand le charbon est saturé ou pas. Donc, quand on commence à sentir une odeur, c'est déjà trop tard. C'est que... Pardon. Ça va de ce point. Quand on commence à sentir une odeur, c'est que bah, le charbon est saturé, donc il filtre plus rien. Fais de la gueule. Par contre, ça c'est pour un gaz qui sent, mais si on est en présence d'un gaz qui sent pas, eh ben, en gros, même si le charbon est saturé, on ne le saura pas. Donc il faut être super vigilant là-dessus, il ne faut pas hésiter à les changer. Je pense normalement il faut les changer tous les 6 mois à 1 an maximum. Et surtout, un truc hyper important, c'est qu'après usage, il faut les remettre dans un environnement confiné, Fermé. à savoir les remettre dans leurs emballages, parce que là, rien que de le laisser à l'air, en fait, il va récupérer tous les composés chimiques qui sont autour de nous à cause de l'OSB, à cause des peintures et compagnie. Donc à chaque fois que le masque a fini de servir, il faut le rentrer. Moi j'ai par exemple un petit sachet plastique comme ça. Et moi je le remets dans sa boîte. Alors par contre j'ai vu et j'en ai commandé mais je les ai pas encore reçus. Ils font aussi selon les modèles des cartouches avec indicateur de colmatage du charbon. Donc ça alors, je les ai commandés, je les ai pas encore reçus donc je peux pas en parler. Mais voilà il commence à y avoir des progrès là-dessus. Donc renseignez-vous bien sur les cartouches s'il vous faut. Alors quand vous achetez le masque vous n'avez pas forcément le choix sur la cartouche. Par contre après quand on rachète des éléments séparés, là il y a le choix et là il faut se renseigner.
Souvent elles se vendent par 2, mais elles coûtent beaucoup moins cher en les prenant par 8. Donc ça vaut le coup, selon l'utilisation, de les acheter par 8. Pour 8, il faut compter à peu près 60 euros. Bah c'est pas le prix du masque, je crois que un masque on doit être entre 60 et 70 euros je crois pour ce modèle-là. Je me souviens plus. Je crois que c'était ça dans lequel vous avez 4 filtres à poussière blanc et puis 2 filtres à charbon intégrés dessus. Ouais, alors franchement ce masque il est top, il Regardez, est super bien. On s'accroche comme ça. Voilà. Et surtout, ceux qui ont des gens qui ont de la barbe ou de la moustache, ça ne bloque pas du tout. Et surtout là, l'étanchéité elle est totale ici. Et là il n'y a vraiment rien qui passe. En plus il est réglable par les systèmes de Quand vous sang. avez les lunettes et le casque dessus, pas gênant. Non, du tout. Par contre pour protéger, ouais, t'as protégé les yeux aussi. Donc vraiment ce casque il est top, vraiment je conseille. Et si je devais en racheter un, je reprendrais celui-là. Après voilà, c'est pas un intégral, ils font aussi des intégraux. À voir. Ouais, des intégraux. Et alors toute la partie du corps là, quand on a enlevé voilà, les filtres sur les côtés, cette partie-là vient, vous la lavez simplement à l'eau et au produit vaisselle, et pour avoir regardé, parce que cette partie-là, finalement, quand vous allez l'enlever au bout d'une heure, vous allez avoir toute la partie mouillée quand même, et c'est là où finalement les bactéries peuvent aussi se concentrer. C'est là où les germes se développent. Donc du coup, voilà, c'est important aussi de bien nettoyer cette partie plastique régulièrement par rapport à ça. Donc ça, vraiment un super masque. Il y a un truc qui est gênant, c'est que quand vous avez casque, lunettes, masque, plus la casquette, là ça devient compliqué. Là, la casquette est pas obligatoire. Hein. Ça protège le cuir chevelu. C'est vrai que toi, il commence à apparaître. Alors donc, il y a une vidéo d'Easy Swan que j'ai vue il y a pas longtemps, là, où justement il expliquait pourquoi parfois la casquette, il la retourne, il la met à l'envers, et il laisse pas la visière devant. C'est qu'en fait, il peut y avoir des projections avec la visière devant qui en fait viennent rebondir sur l'intérieur de la visière qui après tombent dans les yeux. Donc c'est pour ça que souvent, il retourne la casquette et il la met à l'envers. Donc ça c'est pour les spécialistes de la casquette. On va parler maintenant des poussoirs, donc qui vont vous servir pour différentes machines-outils de l'atelier. Donc là, il existe différentes sortes, donc on va prendre dans l'ordre. Par défaut, vous avez souvent ce type de poussoir qui se trouve pour la scie sous table, pour pousser votre pièce près de la lame. Perso, je déteste ça. Ou un peu ce style-là. Effectivement, attends, si je prends une petite planche en bois. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de surface en mousse, donc ça glisse pas mal. Si on voit ça, donc voilà, vous avez ça. Alors ici, le problème, c'est que si vous faites une pièce qui est moins épaisse que ça, c'est un petit peu merdique. Il y a cette truc-là qui est un petit peu plus en contrôle. Alors moi, j'ai du coup... Mais il glisse trop celui-là, je trouve. Moi, j'ai celui-là de chez Craig et que j'adore. Il est très très fin, il tient vachement bien la pièce. La position de la main, alors du coup, quand on se met debout, je la trouve vraiment canon. Il est aimanté, donc du coup, vous pouvez le coller, enfin du coup l'aimanter sur le rebord de votre scie, je vais y arriver. Et donc vous avez un petit réglé intégré qui vous permet de mesurer, par exemple, la hauteur de lame. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pratique. Moi, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, voilà, du fait de sa finesse, quand je fais vraiment des trucs très très fins près de la lame. Sinon, pour le reste, c'est peut-être pas bien, mais j'utilise la main. Hein. Quand par exemple, je dois faire une largeur comme ça, je pousse avec la main. Bon, voilà pour les poussoirs de la scie sous table. Il existe le fameux gripper de chez Microjig. Donc là, quand vous avez vraiment... Je vous mettrai une petite photo, hein, mais quand vous devez pousser comme ça une planche et sur lequel vous devez vraiment aller couper 1 ou 2 mm, vous savez venir faire quelque chose de très très fin avec notamment la position de la lame qui va venir rentrer alors ici ou de ce côté-là en fonction de ce que vous coupez, et vous allez pouvoir ajuster sur les côtés le réglage pour venir voilà, vraiment à plat et vous poser ici sur la pièce et du coup avancer. Les semelles sont plutôt... Ouais, j'ai tapé un peu dedans. Donc elles sont plutôt... C'est ce côté-là en fait que j'aime pas moi. Pour moi, le défaut de ce truc-là, c'est que finalement c'est très bien de pouvoir régler le truc au millimètre. Mais au final, des fois quand on fait, on ne doit pas commencer à mesurer quelle est la largeur de la pièce pour pouvoir régler ce truc-là. C'est ça qui m'emmerde un peu. Donc je vous avoue que celui-là, moi je m'en sers pas beaucoup. Je me sers beaucoup plus des grip blocks. Donc là c'est vraiment le même concept de poussoir. C'est toi ? Oui, c'est mon téléphone. Que vous pouvez avoir donc par deux et qui vous permettent de faire par exemple la technique de saute-mouton à la dégauchisseuse. On y reviendra juste après. Mais du coup, ceux-là, je les aime bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ces petits tétons
qui viennent descendre, et du coup qui permettent de, je vais mettre comme ça, qui permettent d'emmener, il faut voir comme ça, qui permettent d'emmener la pièce derrière. Donc ça, je les trouve pas mal. Ce que j'aime aussi beaucoup, cela, encore une fois par rapport au gripper, c'est l'inclinaison. Vous allez voir, c'est que la poignée, elle est légèrement tournée. Et le fait qu'elle soit légèrement tournée comme ça va permettre de vraiment utiliser, on va dire, la force comme on doit le faire sur la scie sous table. C'est-à-dire qu'on doit forcer, enfin pas forcer, mais maintenir un appui dans le sens sur lequel on veut couper, et en même temps légèrement sur la droite pour être sûr de bien plaquer la pièce sur le guide parallèle. Et du coup, le fait d'avoir cette poignée qui est légèrement tournée comme ça vers le guide parallèle, rien qu'en poussant, et bien naturellement, ça vient faire ce mouvement de rapprocher ce morceau de bois près du guide parallèle et vous évite justement de vous écarter avec le temps. Donc ça, ceux-là, pour le coup, je les aime vraiment très très bien. Ils servent également quand vous voulez faire de la refente, à la scie à ruban. Vous avez des parties ici qui sont un petit peu plus grosses, donc vous pouvez prendre de chaque côté, on a la pièce, et là je viens avancer comme ça, je ne sais pas si on le voit bien, ouais. On va avancer comme ça, alors vous imaginez ici ma lame de scie à ruban, et je vais pouvoir comme ça recouper mon morceau là, dans la longueur. Il ne faut pas appuyer une fois qu'on a passé la lame. Oui, il ne faut pas appuyer une fois qu'on a passé la lame, mais du coup voilà, ça permet, ils tiennent vachement dans ce sens-là, donc moi ceux-là je les trouve vraiment super. Et après, encore une fois, pour la partie dégauchisseuse, quand vous avez une grosse pièce et que vous devez avancer ici avec la technique de saute-mouton, c'est vraiment très pratique. Voilà. Et encore une fois, ces petits tétons à la fin qui viennent s'enlever si j'appuie directement sur la table ou qui viennent se glisser derrière si je suis ici pour l'emmener. Donc ceux-là, je les trouve vraiment, donc ça c'est les grip blocks tout simplement. Et ceux-là, moi, voilà, c'est lesquels je m'en sers beaucoup sur la scie sous table. Donc quand j'ai des grosses épaisseurs, j'utilise ça, et quand j'arrive sur quelque chose de ultra fin, j'utilise plutôt celui-ci. Donc cela, voilà, je suis vraiment fanin par rapport à ça. Tous ces trucs-là, voilà, les espèces de poussoirs ici, je suis pas fan parce qu'en fait, on n'arrive pas à avoir cette notion d'appui vers le guide parallèle avec ça. Donc généralement, ceux qui ont ça, ils en ont deux pareils. Ils en ont un qui est comme ça pour pousser... en filaire. Ouais, c'est un deuxième pour la démo, quoi. Bah, il va être là, ouais. Il est encore tout emballé tellement je m'en suis pas servi. Voilà, super, tout emballé. Et du coup, donc les gens voilà, poussent comme ça, et généralement ils ont un deuxième pour venir le plaquer contre le guide parallèle. Donc ça, et je trouve que ça a tendance à déraper, voilà. Je suis vraiment pas fan de ces poussoirs-là, de mon côté. On l'aura bien compris. Parle-nous de ton kit en fait, je vais pas trop en parler parce que je m'en suis pas servi. Mais ça, c'est un kit 5 pièces qui est souvent vendu chez Rutland, fameux site anglais sur lequel on commande beaucoup. Souvent, il est en promo et ça peut être un bon kit de démarrage. C'est pareil, il y a le concept du poussoir avec la partie mousse pour adhérer à la pièce. Donc, il y a celui dont on vient de parler. Il y en a un deuxième. Alors, il n'est pas tout à fait pareil au niveau de la poignée, mais globalement, en principe, c'est pareil. Lui qui reprend un peu le concept du Craig finalement. Et ensuite un plus gros pour plus dégauchissage. Ouais. Par contre, il faut voir la qualité de la semelle dans le temps, quoi. Voilà, donc alors je vais pas t'en parler parce que je m'en suis pas encore servi. Mais en termes de tarifs, ils étaient en promo, genre 15 €, un truc comme ça pour tout le kit. Donc, ça me fait peur. Avec le prix annoncé, ça me fait peur. Tout à fait, ben à voir. Parce que je pense que tu vois, ce truc-là, c'est un peu comme les semelles de rail de scie plongeante, et du coup, quand ils sont très poussiéreux, ils adhèrent plus bien. Écoute, je te dirai ça. Donc ça, ce sera bien de nous remettre dans le temps, si tu remets un petit commentaire sur la vidéo pour ceux qui regardent après. Ouais. Mais c'est sûr que sinon c'est pas mal, ça veut dire que tu as vraiment un gros poussoir, ces deux petits là pour la dégo. Pour le prix tu as un peu tout, et ça permet de commencer. Ça pour la scie sous table. Ça permet de commencer. Et en fait, je pense que dans ce genre d'outils, on sait ce qui nous va bien après l'utilisation. C'est ça, je pense que chacun aussi a son goût par rapport à ça. Exactement. Attends, remonte-moi juste celui-là. Et ça par exemple, c'est vraiment le type de poussoir. Si vous avez une chute de contreplaqué, une scie à ruban ou une scie sauteuse, vous pouvez vous faire en 2 secondes. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc ça, n'hésitez pas. Il y a tellement de gens qui font ce modèle-là. Enfin, quand je dis ce modèle-là, c'est ce type de modèle. Alors après, il y en a qui délirent avec une poignée de scie à main ou des choses comme ça. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment celui qu'on va dire, on le trouve le plus répandu. Et alors moi, je ne l'ai pas ici, mais celui-là, il est pas mal, c'est qu'il est fendu aussi. Donc c'est-à-dire que quand vous avez à un moment du bois à pousser sur un côté, du coup, ça peut servir sur un angle. Par exemple, vous pouvez faire une baguette, je sais pas, triangulaire, que vous devez repasser comme ça, ou que vous avez une planche sur laquelle vous avez coupé à 45 degrés, si vous voulez faire par exemple un French clit system pour accrocher vos serre-joints sur le mur, et ben du coup vous êtes content d'avoir cette petite rainure.
Ce qui est important aussi, c'est là des poussoirs, et pour moi ce sera plus des poussoirs qui seront faits maison, on va dire au cas unitaire, c'est que quand vous coupez des choses sur la scie à onglet, quand vous avez vraiment des toutes petites pièces, alors là du coup on va vous emmener à la scie à onglet. Donc quand vous voulez tailler par exemple à la scie à onglet une toute petite pièce comme ça, c'est d'ailleurs pas l'outil forcément idéal pour le faire, hein, mais vous voulez recouper cette pièce là, du coup, vous pouvez pas mettre les mains là, c'est trop dangereux, vous êtes vraiment trop près de la lame, là je suis à 1 cm de la lame, donc ça c'est vraiment de la connerie, il faut surtout pas mettre les doigts. Et ben vous prenez simplement, c'est pas un poussoir, mais on va dire que c'est un espèce de guide, une planche que vous allez pouvoir, elle, maintenir avec votre main, donc là je suis assez loin, ou voire éventuellement avec le poussoir de la machine. Et là on se rend compte que, bon alors je vais plutôt appuyer avec la main, et du coup ma pièce elle est maintenue, et là je vais pouvoir venir faire ma coupe. Sans problème, en ayant mes mains, voilà, mes mains sont à 20 cm de la lame, et là je vais pouvoir faire ma coupe en toute sécurité. Enfin, en toute sécurité, si. Alors, en tout cas, beaucoup plus en sécurité que si j'avais tenu mon morceau par ici, qui aurait été une grosse connerie. Ils vont peut-être mieux quand même le faire à la scie sous table. Donc, voilà, dans tous les cas, c'est pas l'outil idéal, mais après, vous n'avez peut-être pas forcément la scie sous table haute, vous avez peut-être que la scie à onglet, vous devez faire une petite coupe comme ça. Alors, petit aparté sur la partie scie sous table, c'est, vous voyez souvent dans les vidéos des gens qui enlèvent le couteau diviseur ou qui enlèvent les capots. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut laisser à minima le couteau diviseur pour éviter ce qu'on appelle les kickbacks, c'est-à-dire qu'à un moment, la pièce en avançant vient légèrement se mettre de côté, vient se prendre dans les dents et hop, elle est éjectée. Donc ça c'est vraiment très important. Alors la cape de protection, souvent on est obligé de l'enlever parce que quand on fait des coupes qui sont soit très hautes ou sur lesquelles on a besoin de venir guider d'un côté, donc voilà, moi perso je l'enlève tout le temps, c'est pas forcément bien. Alors, savoir que sur les vrais scies haut de gamme, la cape elle est pas solidaire de la scie, oui. Elle est sur un bras. Ce qui permet de pouvoir mieux la régler, exactement. pas avoir ce souci. Donc voilà, donc la cape, essayez de la mettre vraiment le plus possible. Il y a certains cas où vous allez devoir l'enlever. Par exemple, quand vous utilisez les traîneaux, vous allez devoir l'enlever parce que vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc voilà, sur tous ces éléments-là, vous allez devoir l'enlever. Donc du coup... Par contre, le couteau, ça, il faut jamais l'enlever. Le couteau, voilà, faut jamais l'enlever, il faut vraiment le laisser. Il faut qu'il soit bien réglé par rapport à votre épaisseur de lame. Hein, mais ça, c'est vraiment important de le laisser par rapport à la scie. Enfin, globalement, on peut dire que finalement, quand il y a un mécanisme de protection qui est prévu, il faut tout faire pour le laisser au plus conserver. possible. Ouais. Donc notamment le système qui cache l'arbre sur les dégots, le bras sur les scies à ruban à descendre toujours au maximum pour être le plus près possible du bois. Souvent sur les lapidaires, tu as aussi le demi-triangle pour cacher en fait la moitié du disque. Enfin, en gros, dès qu'il y a un mécanisme de sécurité, il faut essayer de le garder. Voilà, c'est peut-être chiant en certains cas, mais je veux dire, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Alors après, il y a toujours les anciens qui diront oui, mais de mon temps, il n'y avait pas tout ça. Bah oui, peut-être, mais il y a peut-être plus d'accidents à l'époque. Voilà. Juste un dernier petit point par rapport à la scie sous table, et après potentiellement d'autres équipements, c'est qu'il faut toujours penser au kickback. Donc kickback, c'est vraiment quand vous avez votre pièce qui vient se prendre dans la lame et qui du coup est éjectée. Ça m'est arrivé ici, d'ailleurs en présence d'Olive. Ah mais tiens, on vient en train de se souvenir. J'ai perdu un slip. Ou en voulant refendre une planche pas plus épaisse que 1 cm à la scie sous table pour faire justement nos inserts de scie à onglet. Où je l'ai vu, à un moment je me suis dit allez là c'est tout, je me suis dit l'objet va partir, donc je me suis décalé, j'ai eu le temps de me décaler et effectivement le bois est venu complètement s'encastrer dans le mur, j'ai encore la trace là, je ferai peut-être la petite photo. Donc du coup voilà, c'est très important à ça, quand vous coupez la scie sous table, ne restez pas en face, mettez-vous toujours en décalé par rapport à où la pièce va potentiellement pouvoir être éjectée, donc ça c'est très important aussi. Vraiment c'est vrai pour tous les outils. Pour tous les outils voilà c'est ça, c'est aussi de regarder, c'est ce que je disais un petit peu par rapport à la checklist au départ en intro, c'est réfléchir qu'est-ce qui pourrait mal se passer, entre guillemets, pour pouvoir anticiper ce cas. Donc après, il y a toujours des trucs qui peuvent arriver. Dans le moindre cas, on appuie automatiquement sur le bouton stop pour arrêter la machine. Mais ça veut peut-être dire aussi que si vous travaillez sur une nouvelle machine, de bien regarder à quel endroit il est. Et est-ce que j'y accède avec mon genou? Est-ce que j'y accède plutôt avec la main? Ça vaut le coup aussi, par exemple, de le tester. Si la dureté, quand vous venez d'avoir la machine, est-ce qu'il faut vraiment appuyer très fort? Est-ce que des fois, c'est juste un clapet qu'il faut à peine toucher? Donc ça, c'est vraiment en fonction des machines, ça va jouer. Et c'est important de pouvoir le tester en premier. Au niveau de la sécurité, on a toute la partie respiration poumon, donc nous on a parlé ici du cas des masques. Pour toute la partie aspiration liée aux aspirateurs à copeaux ou aspirateurs dans l'atelier, on vous renvoie directement à l'apéroutil, donc ça s'affichera ici, à l'apéroutil sur les aspirateurs, on a vraiment bien expliqué ça en détail.
Il nous reste un dernier point, c'est le cas du système de filtration dans l'atelier. Donc là, il y a plusieurs marques qui font ça, il y a Jet notamment. Donc c'est vraiment un système d'aspiration de l'air avec des filtres. Mais il y a très peu d'infos disponibles techniques, donc je reste sur ma fin là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas d'infos, je sais pas trop ce que ça fera filtre. peut-être un petit focus là-dessus, mais voilà, ça peut être aussi des solutions. Mais globalement, je pense pas qu'un appareil à 200 € fasse le service. Clairement. Oui, et de toute façon, si toutes vos machines sont bien chaque fois connectées par le bon aspirateur qui va bien et que vous travaillez avec votre masque. Ça n'empêche pas. Et qu'on travaille avec son masque. C'est très bien. Ouais, mais la poussière reste après. Oui, mais c'est pour ça. Ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs, c'est que le masque, on ne travaille pas juste, on fait la coupe et on enlève le masque. Hein. Ça sert à rien parce que les particules sont en suspension justement après le travail. Donc quand vous travaillez avec le masque, vous le laissez. Et c'est potentiellement quand vous allez aérer votre atelier pendant 1 heure, vous pouvez revenir comme ça, travailler sans. Mais du coup, voilà, c'est quand on travaille avec le masque parce qu'on est avec son affleureuse pour faire plein de jobs sans aspiration, du coup, c'est important voilà, de le garder en permanence. Et faut se forcer, moi j'avoue que c'est pas forcément un truc où je prenais le pli, et maintenant de plus en plus je me force à le mettre directement quand je fais une séance, voilà, parce qu'encore une fois les poumons on en a que 2, et du coup c'est important de pouvoir les garder pour pouvoir continuer à travailler. Après, quand on commence à éternuer, tu te vois, tu te mouches le nez en sortant de l'atelier, et bon tu fais ok, j'ai respiré la merde. Quand tu as les yeux qui piquent et tout, c'est mauvais signe. Et donc du coup je pense que la filtration d'atelier c'est hyper important. Donc si vous visualisez bien ce que c'est un système de filtration en fait, qui vient filtrer l'air ambiant. Donc là-dessus, il y a différents calculs à prendre en fonction du volume. Cette fois, c'est pas la superficie, c'est le volume de l'atelier. Par rapport à ce que peut filtrer le système, c'est que, si je dis pas de bêtises, il faut qu'il puisse filtrer entre 6 et 10 fois le volume de l'atelier sur 1 heure. Donc il faut quand même quelque chose qui génère pas mal de volume. Et l'inconvénient de ces dispositifs, c'est que souvent, donc, il y a de l'entrée de gamme à 150-200 €. Pour connaître le prix des filtres qui vont bien pour ce genre d'appareil, la machine est clairement sous-dimensionnée, parce qu'un filtre c'est déjà 50-60 € minimum selon la qualité. Ouais, puis c'est pas très réputé aussi en France, on le voit vachement outre-Atlantique, où je pense que les mecs ils achètent leur filtre comme ça dans leur Leroy Merlin. Là, si vous allez au Leroy Merlin du coin, vous n'allez jamais trouver votre filtre. Et puis les filtres, il y a différentes normes, il y a différentes qualités de filtration. Un filtre ça veut tout rien dire. D'un filtre à l'autre, parfois déjà pour un même filtre d'une marque à une autre, il y a des grosses différences. Alors donc entre un filtre et un autre de 2 marques différentes, c'est vraiment la catastrophe. Donc là-dessus, c'est un achat qui pour moi est important, mais pour l'instant, tout ce que j'ai vu, tout ce qui était jet, il y a très très peu d'infos sur les filtres utilisés. Tout ce qui est Jean l'ébéniste, pareil, je les ai contactés, j'attends une réponse par rapport à ça. Il n'y a pas d'infos sur les filtres utilisés. Ils donnent globalement le pourcentage de filtration, mais ce truc-là, ça ne va rien dire. Il faut vraiment avoir la classe par rapport à la norme européenne et tout qui est en vigueur. Donc voilà, après il y a des systèmes type... je sais plus, il y a différentes marques qui font ça, mais après les tarifs s'envolent, on arrive sur du 1500-2000 €, donc là à mon avis c'est beaucoup plus qualitatif, mais c'est un budget beaucoup plus important. C'est pour les pros, mais en même temps, mettre 300 € dans un filtre qui sert à rien, oui, ça, c'est sûr. Autant pas mettre de filtre. Ou aussi pour acheter un filtre et finalement ne jamais changer les filtres, ça sert à rien. Exactement, donc parfois il vaut mieux, quand ça manque d'infos techniques, clairement c'est qu'il y a un loup. En général quand les constructeurs sont fiers de leurs produits, ils mettent toutes les spécifications techniques. Quand il en manque comme ça, quand ils sont assez vagues en disant ouais ça filtre 95% des poussières, ça veut rien dire, donc il faut se méfier. Mais globalement, je pense que c'est quelque chose à posséder en plus du reste. C'est pas pour remplacer un aspirateur, parce que le but c'est pas de filtrer l'air avec des grosses poussières, c'est de filtrer les fines poussières qui restent dans l'air. Donc c'est un bon complément. Après ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez fabriquer vous-même. Vous pouvez regarder Mathias Wandel, vous pouvez regarder J-Bates, vous pouvez regarder le Gosse des Bois. C'est 3 qui viennent en tête. Ils ont fabriqué ça à la main, mais ils ne tiennent pas compte du pourcentage de fuite au niveau des filtres. Ils font les calculs, que ce soit Mathias ou J-Base, là, ils font avec leur petit capteur là, qui va mesurer le taux de particules dans l'air, et ils font le test quand ils le font tourner pendant un quart d'heure après, et on voit que ça nettoie bien. Hein. Ouais, il faut voir, si le capteur ils vont acheter 10 €. Non, ouais. À l'électrodépôt du bois, bon, il faut voir. Quoi. Je pense que c'est toujours mieux que rien. Après, voilà. Finalement, de travailler dans un endroit où tout est bien aspiré, où vous utilisez bien votre masque en permanence, peut-être. Non, parce que les poussières, on en a parlé dans les aspirateurs. Ouais. Les poussières les plus dangereuses sont les plus fines, celles qui ne se voient pas. Donc même avec les aspirateurs classe L et tout, il y a quand même des poussières qui restent en suspension, et donc il faut filtrer au maximum. Quoi. Alors, petite conclusion, donc on n'est pas forcément des spécialistes sur le sujet des EPI, hein, mais voilà, il y a quelques règles principales à respecter, encore une fois,
pour être en sécurité dans l'atelier. Hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure, un atelier qui est rangé, qui est propre. Évitez aussi des gens qui peuvent rentrer, sortir comme ça, en vous faisant peur, juste parce que vous avez entendu un bruit, vous retournez et puis vous avez l'alarme dans la main. Voilà, ce genre de choses aussi, c'est important la sécurité. Effectivement, les animaux, les enfants, voilà. les conjoints, on a besoin de parler, mais c'est hyper important. Les animaux avant les conjoints. C'est hyper important de... Tout le monde dehors. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, ça c'est vraiment bien important. Après pour les équipements, on voit souvent dans les vidéos, et nous les premiers, hein, c'est quoi là, on voit des gens qui travaillent en tongs, qui font de la résine époxy sans masque, etc. Donc j'en connais un qui fait ça, tiens. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez forcément voilà, sur les vidéos. Faites ce que vous pouvez, parce qu'effectivement on peut toujours mieux dans la sécurité, mais bon, si vous pouvez déjà au moins protéger voilà, vos yeux, vos oreilles et votre nez, là vous avez déjà tout gagné avec ça. Et encore une fois, ce sera quoi? Ça va être du temps que vous allez pouvoir gagner en plus dans votre atelier avant d'être esquinté, abîmé, on va dire, physiquement et irréversiblement. Exactement. Voilà. N'hésitez pas, hein, parce qu'il y a pas mal d'outils qu'on n'a pas forcément revus par rapport aux EPI, donc on compte sur vous dans les commentaires. Hein. Si vous avez des avis sur vous qui êtes pro, sur des équipements que vous utilisez au quotidien, ou sur des marques particulières, des modèles que vous aimez bien, précisez-le dans les commentaires, je pense que ça servira à beaucoup de monde. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre, voilà, si vous avez aussi vos petites astuces sécurité dans l'atelier, mettez-les en commentaire. Des avis sur du matos, mettez-les en commentaire. Ça va vraiment, voilà, si tout le monde se met à commenter, je pense que ça nous fera vraiment une bonne petite liste qui servira à chacun sur les différents outils qui sont sympas. Dites-nous pas juste ah celui-là c'est canon, et si nous expliquez un petit peu pourquoi. Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Est-ce que en comparaison à tel autre outil il est bien mieux? Voilà, essayez de nous dire aussi un petit peu pourquoi, pour qu'on puisse finalement encore une fois adapter à chacun, parce qu'on a tous une façon de travailler différemment. Et comme on l'a vu par exemple pour les poussoirs, il y en a qui conviennent mieux que d'autres en fonction de la manière dont on travaille. Même si on va dire une machine-outil normalement censée s'utiliser de la même manière, on a tous nos petites manies et il y a des choses qu'on aime bien et des choses qu'on n'aime pas. Donc c'est important de savoir pourquoi les gens aiment bien. Et ben, je crois qu'on est bon. Bah ouais. Enfin, mais bon, l'apérouti est terminé, quoi. Voilà. Petit point d'actualité, c'est que nous sommes là sur l'apérouti de fin juin et donc nous allons faire une petite trêve estivale. Donc sur les mois de juillet-août, ne les attendez pas, il n'y aura pas d'apérouti. Mais ils reviendront à la rentrée. Ils reviendront à la rentrée. Donc encore une fois, le dernier samedi du mois, donc pour le coup du mois de septembre, vous nous verrez de retour avec l'épisode 11. Et puis allez, on le dit, le sujet? Non. Non, non, on le dit pas. Bon, ce sera sur les... Voilà. Alors, encore une fois, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, hein, parce que vous n'êtes pas forcément nombreux voilà, à rester jusqu'au bout des vidéos. En tout cas, voilà. Salut Bernard. On vous dit merci, et puis surtout, à bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à nos chaînes respectives, n'hésitez pas à le faire pour être sûr d'être informé des prochains épisodes. Et puis voilà. Du coup, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis, et puis bonnes vacances. Hein, et puis pour les autres, on se retrouve à la rentrée. À la rentrée. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.